Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons parler de produire de la qualité plus que de la quantité, de trouver sa vocation en photographiant une famille aborigène en Australie, de sumo, de plein de voyages, de prendre son temps au moment où on fait la photo pour faire le moindre retouche possible. On va définir ce qu'est un portrait lifestyle, on va parler d'authenticité dans la publicité, de photographe et de manque de respect. Et surtout, mon invité va vous expliquer comment il a fait pour avoir des revenus de la photo pendant le confinement. Bonne écoute. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Ludovic Ismaël. Ludovic, bonjour. Bonjour, Merci de me recevoir aujourd'hui chez toi. plaisir. C'est le premier enregistrement depuis le déconfinement que je fais face à face. Ça fait plaisir d'avoir un C'est être humain clair. en face de moi plutôt qu'un écran C'est à clair. qui je parle. C'est quand même autre chose de pouvoir boire un café ensemble avant d'enregistrer et de pouvoir discuter, de pouvoir faire connaissance. Et puisqu'on parle de faire connaissance, on va attaquer tout de suite. C'est quoi ton elevator pitch ? Tu rencontres Steve Jobs dans l'ascenseur chez Apple Oula. et il te dit qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Qu'est-ce que tu lui dis ? Ludovic Ismaël, photographe depuis 10 ans. On va dire que j'aime l'humain dans ma photographie. Donc voilà, tout ce qui suit la source d'inspiration, c'est l'humain. Donc ouais, portrait, lifestyle, publicité, mais ouais, je pense que vraiment, si on doit me définir, c'est que je suis à la recherche toujours d'émotions dans l'humain, quoi. Photographe d'humanité. Ouais, oulala, attention, oui. On peut dire C'est un ça. peu loin ? Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. C'est le lien entre le désert, la campagne, le studio photo, des photos qui ressemblent à une Exactement. boîte de nuit, qui sont peut-être un studio d'ailleurs. Je voulais te poser cette question-là. Tu as une série sur ton Instagram avec des lumières. J'ai oublié le nom. J'ai très bien préparé mon interview. Avec des néons verts. Avec des néons, Ah, exactement. ok. C'est une fausse boîte de nuit, C'est une mais fausse c'est boîte pas de en nuit. studio. D'accord. C'est dans un vrai lieu, à Abidjan. On a recréé une scène de boîte de nuit pour une marque de bière. D'accord. Donc c'était Ouais. une publicité quand même. C'était une publicité, exactement. Mais ça se voit pas. Non, pas du tout. Pas du Parfait. tout. Justement, je pensais que c'était une série pure et dure. Et c'était trop travaillé pour être dans une boîte de nuit. Mais ça y ressemble tellement que j'ai eu un doute. Je me suis posé la question. même moi j'avais le doute. D'accord. fait, quoi, Tant mieux. donc. Si tu arrives à te tromper toi-même alors que c'est toi qui as fait les Voilà, photos, c'est ça. c'est que c'est plutôt bien réussi. On va passer à la première série de questions rapides. Ouais. Comment est-ce que tu as appris la photo ? Comment j'ai appris la photo ? Autodidacte déjà, j'ai pas fait d'école de photo. En fait, j'ai une formation de publicitaire, c'est-à-dire que j'ai fait une école de pub pour être directeur artistique. Donc j'ai appris en allant à un repas de famille et mon tonton avait un appareil Nikon et j'ai découvert la profondeur de champ avec un vrai réflexe et j'étais là, waouh, mais c'est magique en fait de pouvoir maîtriser sa profondeur de champ. Et ça a été une révélation pour moi. Et en fait, j'ai acheté un appareil et j'ai appris tout seul, en fait. En faisant. En faisant, évidemment. Tout à fait. Merci tonton. Merci, tonton. J'avoue. C'est toujours le tonton. Moi aussi, c'est mon oncle qui m'a fait acheter mon premier appareil. C'est marrant. Ah. Mais alors du coup, comment est-ce que tu as commencé la photographie ? Alors, l'histoire est assez improbable. Mais en fait, j'étais dans la publicité avant et j'en avais un peu marre de la pub à Paris. Donc, j'ai décidé de partir en voyage. Le grand classique à l'époque de partir en Australie. Et j'ai acheté un appareil photo pour m'amuser un peu, sans vraiment aucune prétention. Et je crois qu'à un moment donné, j'étais un peu ruiné, donc il fallait que je fasse un petit boulot alimentaire là-bas et je ne voulais absolument pas rentrer à Paris. Donc je me suis retrouvé en fait dans un camping au fin fond du nord de l'Australie, dans le bush, près de Darwin, qui s'appelle Pine Creek. Et je nettoyais les toilettes. Donc voilà, c'était pas top, mais il fallait que je voulais absolument rester en Australie pour continuer, on va dire, mon apprentissage photographique. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une communauté aborigène qui habitait à côté de ce, on va dire, bar, restaurant, camping. Et ils se sont rendus compte que je restais là plus de 2-3 jours, parce que finalement, les touristes passaient juste prendre un verre, manger et repartaient. Et j'ai commencé à sympathiser avec eux. Et jusqu'au jour où le père m'a dit « Ça te dit de venir à la maison faire des photos de nous ?» Waouh, déjà grosse pression. Donc je me suis dit « Est-ce que je vais y arriver ? Je sais pas faire ça, mais on va essayer. »
Et je suis arrivé chez eux. Bon, c'était assez particulier. Le père était alcoolique, il peignait de l'art aborigène. Enfin, c'était vraiment l'artiste déchu. Donc en photo, autant vous dire que c'est juste un... Du pain béni. Exactement. Et j'ai fait ces photos et ça a été vraiment une révélation pour moi, en tout cas quand j'ai fait mes premiers déclenchements en phase 2, qui était vraiment hyper content de poser pour moi. Il l'avait jamais fait d'ailleurs avant. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je veux être photographe et je veux raconter des choses à travers des gens. Je veux raconter des histoires parce que c'est incroyable ce qui se passe. Donc voilà, en tout cas, cette histoire d'aborigène m'a vraiment marqué et touché. Et c'est devenu des amis après. Et j'ai envoyé les photos, ils étaient super contents. Mais en tout cas, ça a été vraiment un déclencheur énorme pour moi. Est-ce que c'est le moment où tu as compris qu'en passant du temps avec les gens, en fait, j'allais dire en passant du temps, mais c'est pas forcément pour ça que ça fonctionnait, mais qu'en créant des liens finalement avec les gens, tu arrivais à avoir des photos beaucoup plus réussies? Absolument, et je pense qu'à l'époque, au moment où j'étais en phase 2, je ne m'en rendais pas compte, parce qu'il n'y avait pas de process dans ma tête photographique. J'avais juste mon appareil, ils m'ont invité à venir un matin, mais avec le recul, je me suis dit, mais en fait, jamais j'aurais pu les approcher, parce qu'ils sont très hostiles aux photos, par rapport en tout cas à la politique qui se passe là-bas, qui est assez horrible contre eux. Et j'avais de la chance, je m'en rendais pas compte, mais en fait, oui, la clé, en tout cas, c'était de passer du temps avec eux sans appareil. Ça fait peur, l'objectif, faut faire attention aussi à ça. Juste de passer du temps au même niveau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de... Il y a rien à demander en fait, juste on passe du temps et c'est très spontané. Et il peut se passer plein de belles choses en tout cas après ça, ouais, clairement. Voyageur photographe avant d'être photographe voyageur. Exactement. Ton premier appareil, donc numérique? Numérique, ouais. D700. T'as déjà fait de l'argentique? On en a parlé un petit peu avant. J'ai déjà fait de l'argentique pour le plaisir. J'ai un F1 avec moi. T'as même fait mieux que de l'argentique, je crois. Oui, tout à fait. J'ai fait une formation au Gobelin juste pour le plaisir d'apprendre à shooter en studio avec de la chambre. Ouais. Et expérience super intéressante que je conseille à tout le monde, surtout dans ce monde numérique. C'est bien de revenir un peu aux sources de pourquoi on fait ça, comment et comment il faisait avant en fait. Et de prendre le temps peut-être de faire une image. De prendre le temps, clairement, c'est un autre workflow. Ça permet de ralentir un peu. On n'a pas le choix de toute façon. Quand on fait une photo à la chambre, il faut faire une préparation au moins d'1 heure, être calé sur ses lumières, parce que finalement, une pellicule, ça coûte cher. Donc, c'est pas du tout le même rapport à la photo, mais c'est important, je pense. Enfin, pour moi, c'était important de passer par là. Donc, ouais, superbe expérience qui a un peu changé aussi ma vision de la photographie aujourd'hui. Est-ce que tu prends plus ton temps justement pour faire des photos aujourd'hui? Absolument, je prends mon temps. Pourtant, j'ai un réflexe qui peut mitrailler, mais depuis que j'ai fait cette formation, on va dire que à la fin de la journée, ouais, j'ai moins de photos, mais j'ai peut-être plus de qualité, clairement, parce que ça permet de réfléchir un peu plus sur son cadrage et de pas y aller. C'est pas parce qu'on fait plus de photos qu'on aura plus de résultats. Hein. Donc ouais, non, ça je suis. Oui, on a parfois l'impression de sécuriser son shoot en faisant une tonne de photos. C'est clair, c'est rassurant, ça peut être rassurant, je comprends, parce qu'on peut se dire, on verra ça en post-prod sur Lightroom ou sur Capture One, j'aurai du choix, mais en fait, quand on arrive devant son écran, l'excitation, elle descend un peu, et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Il y en a 5 qui se ressemblent, mais elles sont toutes foirées, en fait. Donc, ouais, encore une fois, c'est le classique de qualité au-delà de la quantité, quoi. Sur ton matériel, entre guillemets, parce que je cherche pas à avoir des marques, mais je cherche à savoir ce que tu utilises, t'es plutôt zoom ou focal fixe? Focal fixe depuis toujours. J'ai jamais eu de zoom. J'ai jamais testé, j'ai déjà testé des zooms, mais j'ai jamais bossé avec des zooms, que ce soit pour du reportage, pour du portrait en studio, toujours de focal fixe. Ouais. C'est quoi ta ou tes focales? J'avoue que j'ai une focale depuis toujours qui restera, je pense, un peu qui fait partie de mon ADN, c'est le 24 fixe Nikon de 1.4, qui représente vraiment tout ce que je fais en fait, c'est-à-dire que c'est du grand angle, mais si on s'approche du sujet, on arrive à des portraits très immersifs. Donc ça a vraiment un style particulier que je sais que beaucoup de photographes n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est celui qui correspond le mieux et ça restera comme ça parce que je me sens très bien à l'aise, je suis hyper à l'aise avec et je peux faire beaucoup de choses avec. Ouais. D'accord. Une autre focale éventuellement que tu utilises alternativement? Une autre focale, oui, le 35 évidemment, 35, mais je peux pas, j'arrive pas à aller plus loin en fait, c'est-à-dire que 35 c'est mon maximum, c'est déjà un mini zoom pour moi en fait. Tu seras jamais paparazzi alors? Non,
Non, C'est j'ai pas une besoin mauvaise d'être chose en au même temps. Non, c'est clair. Non, malheureusement, non. Ou alors un paparazzi qui est près des stars et qui les colle tout le temps à 24. Exactement. On peut essayer. Mais à ce stade-là, Concept. t'es beaucoup moins discret quand même. Oui, c'est clair. Plutôt lumière naturelle, plutôt flash. Ça, c'est... Alors, je dirais lumière naturelle, mais encore une fois, ça dépend du contexte et du projet derrière. Je pense que le flash a été mon ennemi pendant pas mal d'années, donc ça m'arrangeait aussi de dire lumière naturelle, évidemment. Et après, j'ai commencé aussi en lumière naturelle dans les reportages que je faisais en voyage. Donc, on va dire que la lumière naturelle était mon ami et le flash était mon ennemi. Mais depuis quelques années, j'ai commencé à faire de la publicité et il faut quand même maîtriser la lumière artificielle et la lumière naturelle. Donc, on va dire les deux, ouais. Le mélange des deux, en fait. Le mélange des deux. Exercice très difficile. Moment réel ou moment posé? Pareil, comme le flash et la lumière naturelle, ça dépend des moments, ça dépend des histoires qu'on raconte. Clairement, sur le vif, en naturel, c'est ce qui me passionne le plus. Mais des mises en scène composées où ça paraît naturel, c'est aussi intéressant. Est-ce que tu dirais que des fois on se cache derrière les moments réels de peur d'avoir à diriger des moments posés pour les rendre réels? Peut-être aussi, oui, je pense. Ça dépend aussi de la personnalité du photographe. Moi, j'ai pas trop ce problème, ça va, je peux... Des fois, j'y vais un peu au culot, donc ça va. Mais oui, c'est vrai que ça peut arriver aussi, ouais. De se cacher. De la même manière qu'on dit qu'on est lumière naturelle pour pas avoir à gérer le flash. Exactement. Ça, par contre, je suis sûr qu'on l'a tous utilisé. On est tous passés par là. C'est la lumière du soleil. Non, en fait, ça fait peur, le flash, et il faut se l'avouer aussi, c'est bien d'être honnête avec soi-même. On a tous été débutants à un moment. Bien sûr. Non, bien sûr, je dis pas ça pour ça, mais clairement, ça fait peur, et ça peut être un ennemi pendant beaucoup de temps. On ne maîtrise pas tout. Et ça peut même prendre toute une vie pour vraiment maîtriser son style en flash. Donc ouais, il faut l'assumer un peu plus et apprendre, ouais, clairement. Jusqu'au jour où on découvre tout ce qu'on pouvait faire et tout ce qu'on a raté. Révélation. Jusqu'à maintenant, la révélation. Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos? Alors, je ne retouche pas beaucoup mes photos. J'essaie de faire un maximum à la prise de vue. Déjà pour avoir moins de travail devant l'écran, mais c'est aussi un exercice que j'ai appris au Gobelin, c'est de vraiment d'insister sur prendre son temps et préparer son shoot, et vraiment de réfléchir à la prise de vue et de faire le moins de retouches possible. Donc ça va être un peu de contraste et un peu d'expo, et c'est tout en fait, clairement. Après, le contexte de la publicité, c'est différent. Si je fais une campagne, il y a forcément des retouches à faire qui ne sont pas forcément de ma direction à moi, c'est de l'agence de pub ou du client. Mais en général, non, ouais, sans retouche, c'est mieux. En général, tu as un retoucheur, j'imagine, sur une campagne de pub? Ça dépend. Au début, non, je devais faire mes retouches moi-même. Et quand on a un retoucheur, c'est quand même beaucoup mieux. C'est un métier quand même. On peut être un très bon photographe et un mauvais retoucheur. Donc aujourd'hui, ça m'arrange énormément, évidemment, d'avoir un retoucheur, ouais, clairement. Et c'est super agréable. Oui, parce que tu as juste à dire où on va. Exactement. Et ça arrive comme par magie. Exactement. Et puis même, on apprend aussi des choses. J'ai déjà été à côté d'un retoucheur pour ma photo, et du coup, on faisait ça ensemble, et c'était assez passionnant de voir ça. Et c'est là où on se dit aussi, c'est bien aussi de déléguer certaines parties du process. En fait. Ouais, il faut que chacun mette à profit son talent particulier pour apporter le meilleur qu'il peut apporter à la photo. Exactement, en fait. Ouais. Comme ça, on en tire la quintessence. Est-ce que tu as des photographes, des livres ou des photos préférées? Alors ça, c'est une question difficile, parce que évidemment, je pense qu'on a tous nos inspirations. Mais si je dois en choisir vraiment qui m'ont bouleversé, parce qu'en fait, le choix d'un photographe, ça peut être aussi pour son style, pour sa manière de faire les photos, etc. Moi, c'est vraiment au-delà, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est une question à tous se poser, les photographes, avec qui on aimerait bien boire un verre et discuter de tout, au-delà de la photographie. Et là, on arrive à un stade où, ok, on est quand même un petit peu fasciné, mais il y a quelque chose d'intéressant. Et je pense clairement, j'en ai trois. Mon premier, je pense qu'il est connu mondialement, tout le monde le connaît, c'est James Nashtway, photojournaliste, pour ceux qui ne le connaissent pas, reporter américain, qui nous plonge dans le cœur des conflits à chaque fois, et que ouais, j'ai vraiment eu une grosse claque en voyant ces photos pour la première fois. Inspiration au niveau de la composition. Mais surtout, en fait, il a fait un documentaire qui s'appelle War Photographer, et j'ai halluciné, parce que je me suis toujours dit en fait qu'un reporter, quand il part comme ça faire des photos, comment ça se passe vraiment? Est-ce qu'il y a de la triche? Est-ce qu'il demande aux gens de poser? Est-ce que c'est arrangé par l'agence de presse? Tout est possible finalement dans les scénarios. Et quand j'ai vu ce documentaire où il y avait une caméra embarquée sur l'appareil photo et que c'était vraiment brut et qu'il n'y a pas de triche et qu'il est là, je me suis dit ok, donc ça existe. Il le fait en plus avec talent.
humilité. J'ai pris une grosse claque. Donc, encore aujourd'hui, je regarde ses photos avec vraiment beaucoup d'inspiration, ses compositions, etc. Et ce qui m'intéresse aussi avec lui, c'est que ces photos, en fait, font débat, parce qu'il y en a qui disent que, en fait, ces photos n'ont pas de légende, en fait. Et certains parlent de, ok, c'est des beaux tableaux, mais s'il n'y a pas de légende, il n'y a pas d'histoire derrière, c'est pas vraiment un reportage, donc c'est plus un travail d'artiste, etc. Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais je pense que les photos parlent d'elles-mêmes et c'est tout. Parfois, il n'y a pas besoin de légende. Je parle par exemple du gros plan d'un enfant avec un visage strié de coups de machette, assez connu. Et en fait, quand on regarde la photo, on se dirait que c'est un tableau, que c'est composé, que tout est léché, mais en fait non, ça a été pris sur le vif. Et super fort et bouleversant et puissant, et parfois il n'y a pas besoin de légende, tout est raconté. Donc voilà, j'adore ce photographe pour ça. Un deuxième photographe, et ce qui est marrant, c'est que ces 3 photographes complètent un peu aussi mon ADN de ce que j'aime et ce que j'aime faire. Le deuxième est Joey Lawrence, jeune photographe canadien qui vit à New York, la trentaine, c'est un portraitiste qui fait de la publicité et on va dire, la photo de voyage, de portrait de voyage. Il raconte, en fait, il met en lumière toutes les communautés dans le monde, et par exemple les Holy Men en Inde. Il a fait une série photo bien avant la mode justement que tous les photographes aillent prendre des Holy Men parce qu'ils sont très photogéniques avec leur barbe, avec etc. Couleurs, voilà. Exactement, lui il l'a fait pour de vrai, c'est-à-dire qu'il a vécu un mois avec eux. Il a essayé de comprendre avec un traducteur. Enfin, il a fait une série, je vous conseille de regarder, c'est assez extraordinaire au niveau de la lumière. Et là, justement, c'est un mélange parfait de lumière naturelle et flash, mais le flash ne se voit pas. Donc, j'adore ce photographe pour son style-là, il a une maîtrise incroyable. Et enfin, le dernier, qui est Romain Laurent, un photographe français qui vit à New York, qui fait de la pub, et lui, très conceptuel, mais il joue beaucoup avec les perspectives. Profondeur de champ et illusion d'optique. Et c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, j'aime beaucoup. Et il est connu aussi pour faire des cinémagraphes qui tournent partout sur Internet en GIF. Et j'aime beaucoup son travail. J'ai vu que tu en avais fait aussi. Il y a une petite série sur ton site, j'avais des questions à ce sujet, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que le point commun de ces 3 photographes, ça serait pas de s'effacer totalement pour laisser la place à leur sujet, ce qui n'est pas si courant chez les photographes? Absolument, je trouve que ces 3 photographes ont une espèce de sensibilité, humilité, de pas se mettre en avant, ce qui peut se ressentir aussi dans certains photographes. C'est très sobre, c'est très léché, mais c'est léché dans une manière, dans une technique, et pas dans de la retouche Photoshop pour du m'as-tu vu. Et en effet, c'est trop. En fait, ils ont des styles totalement différents, mais qui se complètent finalement par rapport à ça, clairement. On va passer à la partie philosophie de la photo, ta philosophie de la photo. La première question, c'est qu'est-ce qui te fait déclencher? Qu'est-ce qui te fait prendre une photo? Encore une fois, c'est l'humain, je dirais. C'est-à-dire que quand j'ai découvert que le style que j'aimais le plus en photo était les portraits, je me suis dit que finalement c'était une source inépuisable, que finalement on ne pourrait jamais tout faire. Et J'allais dire, il y a une limite, c'est 5 milliards de personnes, 7 milliards maintenant. Oui, c'est vrai qu'il y a une limite, mais finalement il y a tellement d'émotions sur une personne que finalement on peut aller très très loin. Ouais. Donc je pense que c'est clairement ça. En fait, c'est pas forcément moi et ma photo, c'est le rapport à l'autre. Quand je suis en face de la personne et que je le prends en photo, il y a vraiment un échange particulier qui se passe. Et je trouve que c'est vraiment un moment unique qu'on peut pas revivre en buvant un verre avec la personne. C'est quelque chose de particulier. C'est un moment unique que tu partages avec la personne, c'est pas comme boire un verre. Exactement, c'est ça. C'est un moment assez unique. Et en fait, oui, c'est ce non palpable que j'aime. En fait. C'est difficile à expliquer, j'avoue, c'est très abstrait. Mais je suis convaincu qu'il se passe toujours quelque chose quand il y a, on va dire, une prise de vue. Il se passe toujours quelque chose d'assez magique. Et c'est toujours là aujourd'hui, donc tant mieux pour ça. C'est un vrai échange, c'est comme un rendez-vous finalement. Exactement. C'est quelque chose de particulier qui ne peut exister que dans l'échange entre le photographe et son modèle, tu dirais ? C'est ça, et c'est même bien plus, c'est-à-dire que si on fait une séance photo, une prise de vue avec une personne et qu'il se passe quelque chose et que les photos, ça se ressent sur les photos, je suis pas sûr qu'on puisse faire exactement la même séance photo après avec la même personne. C'est toujours dans un moment, en fonction du mood, de l'humeur. Par exemple, j'ai fait un shoot avec une dame de 50 ans qui est championne d'escrime et elle venait d'apprendre qu'elle avait perdu sa licence à cause de son visa aux États-Unis, enfin bref, très compliqué. Et du coup, on a carrément changé la manière de shooter, c'est-à-dire qu'à la base, moi, je voulais la voir en championne d'escrime, donc avec son costume d'escrime. Finalement, on l'a juste fait en casual avec sa robe parce qu'elle voulait montrer quand même qu'elle était une femme heureuse et accomplie. Et du coup, on a carrément changé tout le shoot. C'était impossible de le prévoir.
Finalement, je suis hyper content de ces photos et j'ai pas de regret de ne pas avoir ces autres photos. Donc voilà, ça c'est le genre de moment où il y a un peu d'improvisation et c'est vraiment donnant-donnant, quoi. Mais c'est ce qui en fait un vrai moment. Exactement. Et un vrai échange. Ouais, c'est ça. Si on parle de tes projets personnels qui sont exposés sur ton site et que personnellement j'aime beaucoup, je suis parti sur une idée au départ que j'ai corrigée après coup, qui est que tes projets personnels étaient tous liés au voyage et que tu étais un photographe voyageur. Et je pense que je me suis un peu trompé au départ. Non, pas totalement. Pas totalement. Pas totalement, mais en fait, le voyage, ça a toujours fait partie de ma vie. Quand j'ai découvert... Enfin, en fait, j'ai commencé la photo en voyage de toute façon, donc c'est hyper lié. Alors, photographe voyageur ou voyageur photographe du coup? Je pense voyageur photographe qui est devenu photographe voyageur et qui s'inverse tout le temps finalement en fait. Mais oui, c'est un peu lié au voyage clairement. Et c'est lié au festival? C'était ça ma question. Voilà, c'est ça. Là, on arrive à les festivals, oui, c'est un peu le coup de cœur et qui a un peu changé pas mal de choses en photo aussi. Pour la petite histoire, les festivals, c'est quelque chose que j'aime personnellement au-delà de la photo. J'ai découvert ça avec une amie il y a quelques années. Et pour moi, un festival, c'était un Solidays, même si j'ai rien contre Solidays, j'adore Solidays, mais c'était un rassemblement où les gens viennent écouter de la musique et repartent, et voilà. Et en fait, j'ai découvert d'autres manières de faire des festivals, et d'autres festivals, d'autres philosophies, où on vit vraiment pendant une semaine dans un lieu où c'est un peu un monde d'utopie, on va en arriver au Burning Man. Mais en fait, ce que j'ai aimé dans ces festivals alternatifs, c'est ça qui m'a plu, c'est les festivals alternatifs. C'est déjà les costumes. J'ai commencé à être fasciné par les costumes, c'est-à-dire que j'ai remarqué que dans les festivals, les gens vont vraiment se donner du mal pour se costumer. Et du coup, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais est-ce que c'est quelque chose, c'est une personne qui ne sont pas dans la société, mais qui sont maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent être? Est-ce qu'ils aimeraient être cette personne? Et en fait, j'ai rencontré plein de gens au festival et j'ai l'impression que tout le monde mettait en pause sa vie. Et ce lâcher prise, en fait, je voulais le montrer en photo. Et du coup, oui, j'ai eu une grosse fascination pour les festivals où j'ai commencé à en faire un. Le premier que j'ai fait était le Boom Festival, donc c'est un festival trans au Portugal. Je suis pas du tout trans. Et pourtant, je me suis surpris moi-même à danser sur de la trance. Mais c'était pas forcément pour le style de musique, mais en tout cas l'énergie qu'il y avait et ces gens où tout le monde pense qu'il y a que des hippies de 20 ans qui sont défoncés au LSD. Non, c'est faux. Il y a aussi des chefs d'entreprise qui viennent en famille avec leurs enfants et qui veulent juste lâcher prise et peut-être créer des choses, une structure, n'importe quoi. Donc en fait, en termes de créativité, c'était vraiment intéressant de voir à quel point les gens peuvent se lâcher. Proposer aussi quelque chose avec leurs costumes. Du coup, à chaque fois que je prenais des portraits, je leur demandais qu'est-ce que signifie ce costume. Et en fait, j'ai commencé par le Boom et ensuite j'ai fait 15 autres festivals à travers le monde. Et je pense que c'est pas fini. Ouais, ça va continuer. Ouais. C'est en ce moment très très à la mode d'aller faire des photos dans les festivals. Toi, tu as commencé en quelle année? Tu as commencé quand? J'ai commencé en 2012 avec le Boom et en 2013 avec le Burning Man. Donc c'était un moment où c'était encore... Alors, c'est vrai que il y a cette grande mode de faire des photos en festival maintenant, ce que je comprends parce que c'est hyper photogénique. Tout le monde C'est plus facile aujourd'hui aussi. En 2013, tout le monde n'était pas équipé comme... C'est beaucoup plus facile, évidemment, avec les portables, etc. Enfin, je sais pas si tu voulais... Facile dans quel sens? Tout le monde est équipé aujourd'hui, tout le monde se considère photographe, tout le monde n'est pas photographe, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se considèrent photographes et qui n'ont pas forcément la capacité à faire des très belles photos, mais sur un événement comme ça compte moins, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si tu es un très bon photographe, tu vas certainement sublimer les choses, mais un photographe juste correct pourra sortir des trucs très, très bien sur un festival, parce que c'est un monde à part, parce que c'est, Ouais. et c'est peut-être cette illusion-là aussi qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de photos de ces festivals où ça laisse l'illusion aux gens qui ont fait des très belles photos, alors que finalement, elles se sont un peu faites toutes seules. Exactement, je suis carrément d'accord avec ça. En fait, dans un festival, tout est beau, les gens sont de bonne humeur, ils sont très heureux d'être là, donc c'est un peu comme un mariage, ils sont dans leur meilleur jour, donc c'est clair que pour avoir des expressions incroyables, c'est un peu plus facile que tous les jours si on dit à la personne « vas-y, souris, sois content et saute ».
Là, en festival, tout le monde est bien. Donc clairement, ça aide. Et j'ai déjà donné l'exemple du Burning Man, mais c'est vrai qu'au Burning Man, si tu vas avec un appareil photo jetable et que tu prends une photo juste comme ça, à main levée, même sans regarder le viseur, je pense que tu auras une belle photo. Ouais, puis t'as un décor propre en plus en arrière-plan, t'as pas de saloperie C'est qui un traîne. décor de cinéma en fait. T'es pas dans une salle des fêtes Exactement. avec des extincteurs rouges accrochés au mur, Le néon blanc, les néons tout ça, blancs, voilà, la c'est lumière ça. dégueulasse, le logo des WC sur la porte. Exactement, c'est ça. Et c'est un peu ça pour tous les festivals, c'est-à-dire que on a un terrain de jeu idéal. C'est comme si une équipe technique avait construit un décor de cinéma pour nous en fait. Donc c'est pour tout photographe, C'est le rêve. c'est le rêve forcément. Et la difficulté surtout au Burning Man, c'est ok, parce que j'y suis allé plusieurs fois et la dernière fois où je suis allé, ça y est, là, c'était connu. Combini en a fait un article. Donc tous les photographes sont venus et parfois je voyais plus de photographes que de participants en fait. Donc c'était assez flippant. Et du coup, je reviens à ma première fois au Burning Man où du coup, c'était pas encore vraiment cette mode du Burning Man. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut que je fasse j'aimerais bien faire des photos au Burning Man, mais encore une fois, il faut pas que ce soit mal fait par rapport aussi aux valeurs du Burning Man parce que c'est un festival particulier où il n'y a pas d'argent, où les gens se lâchent beaucoup, donc il y a beaucoup de personnes aussi nues. Donc il faut respecter aussi ça. Donc en tant que photographe, c'est aussi une responsabilité. Donc il y a beaucoup de barrières et de paramètres à prendre en compte avant de faire une série photo au Burning Man. En tout cas, le faire bien. Et il y a aussi l'autorisation du Burning Man à avoir une accréditation officielle. Ouais. Donc après, passer tout ça, et surtout le fait qu'on habite en France, et le voyage avec le matériel, etc., c'est aussi compliqué. Mais en tout cas, la première fois où j'ai fait le Burning Man, je me suis dit, ok, je vais essayer de faire quelque chose qui, on va dire, il faut que moi, je sorte aussi de ma zone de confort. Et j'aimerais aussi ne pas être que participant et prendre des photos volées, mais d'être acteur. C'est un peu aussi une valeur du Burning Man, c'est que chacun amène quelque chose. Donc qu'est-ce que moi j'amène avec mes photos ? Et en fait, je proposais aux gens, je leur disais, j'allais les voir en disant, et si tu étais en première de couverture du Times, donc Person of the Year, qu'est-ce que tu serais en fait et comment tu poserais quoi. Et c'était vraiment intéressant de voir les gens se lâcher. Il y en a qui le prenaient très sérieusement, il y en a qui faisaient des blagues, etc. Mais il y avait toujours un message derrière où ils se sentaient vraiment exister et vivre. Et j'ai trouvé ça intéressant de le prendre en photo. Et du coup, j'ai ramené mon moyen format au Burning Man. La chose à ne pas faire. Il y a C'est dans le désert, t'as du sable. Tempête de sable, enfin c'est vraiment le pire scénario pour ce genre d'appareil, mais je l'ai quand même amené parce que je me suis dit allez, j'ai envie d'avoir ce beau rendu de moyen format et ce piqué incroyable. Donc j'ai ramené mon flash, j'ai ramené un fond peint, enfin n'importe quoi. Beaucoup de galères, mais très content en tout cas du résultat. Et pour finir sur ce sujet, cette première fois au Burning Man, en fait cette série a fait beaucoup de bruit. Et en fait, ça a même inspiré les agences de pub qui ont commencé à me contacter grâce à cette série de Burning Man. D'accord, donc ça t'a apporté beaucoup finalement ce projet ça m'a personnel-là. apporté. Alors déjà personnellement, clairement, c'était assez incroyable et c'était pas du tout le but, en tout cas, d'avoir du boulot avec ça, mais fait un peu par hasard quand je suis rentré. J'ai été mis en compétition pour gagner des budgets photos parce que j'avais ma série Burning Man. Donc ouais, merci les festivals pour ça. Ouais. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur la façon dont tu abordais les gens, dont tu les faisais poser. C'est vrai que souvent, c'est moins la question qui est importante que la façon dont tu vas la poser. C'est-à-dire que tu aurais pu leur dire, montrez-moi votre vrai visage, et tu n'aurais pas eu du tout un résultat, j'allais dire le même résultat, mais j'aurais même dit un résultat satisfaisant parce que finalement ça n'avait aucun sens, même si dans l'absolu ça veut dire la même chose parce que Person of the Year sur Time, tu vas montrer ton meilleur visage. Mais est-ce que les gens l'auraient compris ? Non. Oui, non, je suis pas sûr, hein. C'est clair. En plus, c'était très spontané cette idée parce que c'était aussi un peu une excuse pour que les gens s'investissent un peu plus dans le projet et pas juste qu'ils posent comme d'autres photographes le font au Burning Man parce qu'il y a aussi beaucoup d'ego trip où les gens ont leurs plus beaux costumes aussi. Donc non, c'est vrai que c'était très spontané et ça a bien fonctionné. C'était une question assez ouverte finalement parce qu'il n'y a pas de jugement. Si Person of the Year pour toi c'est en fait je suis moi-même en fait, je suis déjà moi-même donc il n'y a pas de problème, je vais poser comme ça. Super, c'est gagné en fait. Il n'y a pas de mauvaise réponse en tout cas dans le résultat de la photo, donc c'est ça qui était génial. J'ai eu vraiment de tout et c'était ça la richesse du projet. Sur tes autres projets personnels, parce qu'il n'y a pas que les festivals, où est-ce que tu trouves tes idées ? Par exemple, comment tu atterris au milieu des sumo au Japon ?
Alors, sumo au Japon, le contexte, c'était en 2011. Donc 2011, c'est après avoir fait un tour du monde de 2 ans avec mon appareil photo. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais faire, la photographie. Donc j'étais en voyage à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, il me reste que quelques mois et quelques économies. Et je pense que j'ai trouvé mon style qui est les portraits, après avoir fait évidemment de tout, hein, architecture, paysage, macro, etc. Ok, je sais ce que je veux faire, ce sont des portraits. Et il me restait quelques mois en voyage et j'avais envie de raconter une histoire à travers une communauté ou en tout cas des gens qui se rassemblent. Et encore une fois, ça rejoint les festivals. C'est cet aspect de communauté qui me fascine beaucoup. Et en fait, je me suis atterri au Japon parce que déjà, je voulais toujours aller voir le Japon parce que je suis un geek quand même, fan de jeux vidéo et de manga depuis toujours. Et je voulais aller jouer à une borne d'arcade au Japon. Et en fait, les sumos, j'ai toujours été fasciné par les sumos parce que à l'époque, je voyais très peu de reportages. Et je me suis dit, mais c'est vraiment un monde fermé, comment ça se passe, etc. Donc j'ai commencé à me renseigner, mais encore une fois, c'était très spontané. Et j'ai envoyé, en fait, j'ai trouvé sur un forum une adresse d'un dojo d'entraînement de sumo. Vraiment par hasard, mais d'ailleurs le forum était en japonais, donc j'ai dû traduire. Il me dit, il faut que je trouve un sumo, je veux des portraits d'un sumo. Du coup, je suis allé au culot dans ce lieu d'entraînement et je me suis rendu compte évidemment que c'était pas à Tokyo, c'était à 1 heure en banlieue. Donc à partir du moment où on quitte Tokyo, en fait, toutes les rues sont en japonais. Il n'y a plus d'anglais, c'est terminé en fait. Donc j'étais vraiment perdu. Il était 6 heures du matin parce qu'on m'avait sur le lien, c'était ouvert le matin. Donc je me suis dit, allez, j'y vais tôt. Je commençais en plus à déprimer parce que je trouvais rien, les gens ne m'aidaient pas, il faisait froid. En fait, je me disais, qu'est-ce que je fais là? J'abandonne. Les rues au Japon sont difficiles à comprendre pour un Européen. Ah oui, évidemment. mais c'est angoissant. Pas en du tout fait. le même système que nous. En fait, nous, c'est des rues et eux, c'est des blocs d'immeubles. Exactement. Et c'est vrai que c'est très perturbant. En plus, c'était mon premier gros voyage où je partais vraiment après 2 ans où j'étais en Australie avec des potes. Là, je partais tout seul. Donc, ok, personne parle anglais. Il est 6 heures du matin, j'ai très froid. Je viens de l'île de la Réunion, donc pour moi, le froid, c'est pas bien. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'abandonne. Là, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Et en fait, au moment où j'allais repartir prendre le train, j'entendais des cris de gens qui s'entraînaient à un sport. Je me dis, tiens. Et du coup, en fait, c'était la rue d'à côté. Je suis allé voir et je suis tombé sur cette salle d'entraînement par hasard. Je fais OK, il se passe quelque chose. Donc j'y suis allé, je suis rentré. Et là, il y a un homme qui est venu m'accueillir. Et je lui ai dit, voilà, je lui ai parlé en anglais, je pense qu'il n'a rien compris. Mais il m'a vu tellement désespéré, congelé. Et en fait, je lui ai essayé de lui expliquer que j'étais photographe amateur. Et que j'adorais vraiment les sumos et que si je pouvais prendre une photo d'un sumo, ça serait génial. Et en fait, je pense qu'il a compris à travers ma détresse. Et en fait, de la manière japonaise, donc, il était très froid. Il m'a dit, ok, il m'a pas dit ça en français, mais tu vas me suivre, tu te tais, tu dis rien et tu t'assois. Ok. Et en fait, je suis arrivé dans une salle de sumo où il y avait 15 sumos qui s'entraînaient et je suis resté 3 heures. Et c'était magique. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ok, en fait, c'est ce que j'aime vraiment faire. Et parfois, le hasard en photo, c'est bien aussi. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis arrivé sur cette salle d'entraînement. Et j'ai appris plus tard que un sumo très connu avait fumé un pétard. Et là-bas, c'est très mal vu parce que les sumos sont reconnus comme des dieux. Ouais, exactement. Donc, en fait, tous les championnats étaient annulés. Ouais. Et du coup, ils s'entraînaient à fond, ils passaient leur vie dans les entraînements. Donc, j'avais en face de moi 15 sumos qui s'entraînaient et c'était assez impressionnant. Et c'était un des plus beaux cadeaux photographiques que j'ai eu dans ma vie, en tout cas, clairement. Tu as eu la chance d'être là au bon moment, au bon endroit. C'est clair, mais encore une fois, hasard de quoi. Ouais, mais des fois, c'est les plus belles choses. La chance te tombe rarement dessus quand tu es assis sur ton canapé à la maison. Par contre, quand tu vas chercher des sumos, que tu galères, que tu as du mal à les trouver, que tu finis par tomber dessus, elle peut te trouver très très fort. Ah ouais, non, c'était magique, ouais. C'est peut-être le moment où justement tu es très motivé pour en profiter parce que tu sens que tu as eu de la chance. Mais en fait, c'est ça. En fait, il y a une pression qui est arrivée. Au fait, il faut que j'assure maintenant, quoi. Là, ils sont devant moi, ils s'entraînent. Puis très respectueux, encore une fois, dans la culture japonaise où ils me saluent à la fin.
Enfin, ouais, vraiment génial, génial. Ils ont vu le résultat ou pas? Absolument, donc j'ai noté le mail du responsable et j'ai envoyé toutes les photos, ils étaient super contents et je crois qu'ils ont maintenant affiché les photos dans leur salle d'entraînement, donc super. Génial. Quoi. Ouais, top. C'est bien pour tout le monde. Sur ton site, il y a une distinction qui pour moi n'est pas si évidente que ça, mais peut-être tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus, entre lifestyle et portrait lifestyle et portrait tout court. Pourquoi tu fais cette distinction-là? Ouais, c'est une très bonne question et même moi je me perds un peu là-dedans. Alors pour la petite histoire, déjà le terme lifestyle aujourd'hui veut tout dire et rien dire. Je suis photographe lifestyle, c'est vrai que ça veut dire plein de choses. Le lifestyle, ça peut être un sous-genre du portrait, clairement. Ça veut souvent dire que tu n'utilises pas de flash. Bah en fait, ça aussi, je suis pas d'accord parce que j'ai eu une discussion avec une amie qui est acheteuse d'art pour une grande agence de publicité et qui donc côtoie des photographes tous les jours. Et le lifestyle aujourd'hui, ça peut être recréer par exemple une scène de vie dans une cuisine pour un produit et du coup apporter du flash. Et du coup, voilà, on est dans quoi? On est dans du studio ou on est dans du... Mais c'est du lifestyle parce que c'est une scène de vie. Donc c'est comme ça que je définirais du lifestyle, que ce soit avec du studio ou de lumière naturelle. C'est une scène de vie qui raconte quelque chose et c'est souvent quand même une série photo, c'est pas une photo. Et pourquoi j'ai mis lifestyle et j'ai séparé avec portrait? C'est tout simplement pour que ce soit beaucoup plus facile niveau visibilité pour les agences de pub qui viennent sur mon site, parce que eux, clairement, quand ils cherchent un photographe lifestyle, c'est ce qu'ils tapent. D'accord. Il y a pas de... Parce que portrait, encore une fois, c'est très vague. Studio, ça peut être reportage, etc. Donc je pense que c'est bien, en tout cas, enfin moi qui suis en tout cas spécialisé dans le portrait, c'est quand même bien de pouvoir dissocier les deux pour vraiment aller dans le vif du sujet si on veut voir du lifestyle. Si je reformule, le lifestyle, c'est du portrait avec une histoire. Oui, c'est vrai que c'est ça. Pour moi, c'est ça et il y a un peu de reportage aussi dedans. Ouais, non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça restera toujours très vague. Hein. Je sais pas la formule magique pour ça, mais en tout cas, ma définition à moi, c'est ça. Mais je vous dis ça, encore une fois, en ayant changé le nom de mes catégories 10 000 fois en 10 ans, hein, évidemment. On est tous là, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est vrai que c'est relativement flou, mais effectivement, c'est assez logique si tu sais que la recherche, c'est portrait lifestyle. Voilà, c'est ça. D'avoir une Je le cible pour ça, en tout cas, clairement. D'accord. Ouais. Alors justement, ça me permet de passer à la question suivante assez facilement. C'est comment est-ce que tu passes justement de ce portrait, de ce lifestyle au commercial? Et tu viens de faire un petit lien entre les deux. J'aimerais bien approfondir un petit peu cette question-là. Le lien entre lifestyle et commercial? Ouais. Alors, pour la petite histoire, il y a beaucoup de petites histoires, je sais, mais j'essaie de faire des liens parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. En fait, j'ai jamais eu la prétention de faire de la photo. J'étais dans la publicité avant et j'ai toujours été fasciné clairement par comment il a fait cette lumière et comment il a fait cette photo. Donc, je me suis dirigé vers la photo assez naturellement. Mais en fait, le lifestyle avant, parce qu'il y a il faut savoir que dans la publicité en ce moment, il y a une mode du lifestyle. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont plus dupes et ils sont en recherche d'authenticité. Donc toutes les marques se sont adaptées et toutes les campagnes qu'on voit, on a l'impression de voir un peu plus des vrais gens. Ouais. Donc ça, c'est le lifestyle de la pub. Montrer des vrais gens, parce que les gens sont moins naïfs qu'avant. Donc le lifestyle a explosé. Donc on n'est plus dans la photo très léchée de la famille Ikea. Le cliché vraiment de la perfection. C'est fini en fait ça. Et ça, quand on est photographe dans la pub, c'est bien de le savoir parce que clairement, il y a des mouvances en fait, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France, il y a vraiment des styles de photos en lifestyle. Et du coup, le lifestyle en France a explosé depuis, on va dire, je pense 5 ans. Et ça tombait pile au moment où moi j'ai commencé à faire mes photos de festival, des portraits de festival, qui sont très lifestyle par définition, mais sans le vouloir en fait. C'était juste moi avec mes portraits et voilà. C'est le hasard qui a fait que tu es tombé là-dedans. Les deux se sont rejoints. Tiens, lui, il fait des photos intéressantes, qui fait un peu lifestyle, qui fait un peu reportage, mais qui sont cadrés comme de la pub. Parce que ça, c'est mon background pub qui a fait que maintenant je cadre beaucoup je me dis qu'il y aura un logo en bas à droite. Ouais. C'est bien et c'est pas bien. Mais en tout cas, ça fait partie de mon ADN. Et les deux se sont un peu rejoints, c'est-à-dire que j'ai commencé à sortir ces photos de festival, ces portraits quand le lifestyle a explosé, et du coup on a forcément commencé à m'appeler pour des pubs en fait, et en ayant une base de projets perso et pas du tout de pub. J'avais jamais fait de pub avant, donc ouais, c'est un peu le hasard encore une fois. C'est bien tombé, c'est la chance, mais encore une fois, elle t'est pas tombée dessus sur ton canapé à la maison. Oui, c'est vrai, c'est ça. Si on parle, on retourne un peu vers les projets personnels, je voudrais qu'on parle d'une image en particulier.
et c'est celle qui est en page d'accueil de ton site. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi du projet qui va avec. Alors pour les auditeurs, avec ton accord, je mettrai cette photo dans l'article Ouais, avec grand qui plaisir. accompagnera le podcast. Comme ça, ils pourront la voir et ils pourront voir de quoi on parle. Mais voilà, est-ce que tu peux me parler de cette image, me dire déjà pourquoi c'est cette image qui accueille tes visiteurs sur ton site internet? Alors, en effet, ouais, c'est la dernière série que j'ai réalisée en Bolivie en novembre dernier. Projet perso, encore une fois. Alors déjà, pourquoi ce sujet? Bah du coup, maintenant, je pense que vous commencez à me connaître. J'ai toujours été fasciné par la culture des costumes et des gens qui les portent à travers des festivals, des rassemblements, des événements. Et du coup, j'ai décidé de m'intéresser à la Bolivie qui a connu une forte empreinte traditionnelle sur les costumes en Amérique du Sud. Et c'était d'ailleurs aussi un challenge personnel pour moi parce que du coup j'ai vraiment eu une grosse période de voyage il y a 10 ans. Et en fait le voyage a changé à travers la photographie aujourd'hui puisque tout le monde est photographe aujourd'hui. Et T'as dit exprès oui, photographe? tout à fait. Ouais. F-A-U-X donc. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était un challenge pour moi de me dire est-ce que je peux toujours faire des portraits de voyage aujourd'hui en étant, on va dire, un minimum dans le respect des gens parce que je trouve personnellement qu'il n'y a plus trop de respect et c'est mon petit coup de gueule. Forcément, aujourd'hui, tout est Instagrammable, tous les lieux sont découverts avec les tags de géolocalisation. Et maintenant, on prend des portraits dans les rues en voyage pour notre feed Instagram et c'est tout, c'est terminé, il n'y a plus trop de respect. Et je me suis toujours empêché de faire ça, en tout cas de faire des portraits comme ça depuis que je fais des photos de voyage. J'essaie toujours de faire ça à la rencontre des gens, ou en tout cas, même si je les prends de manière spontanée, je vais les voir après. Et je me suis dit, voilà, est-ce qu'en 2020, enfin en 2019, est-ce que on peut toujours faire ça aujourd'hui avec le respect? Est-ce que les gens en ont marre? Peut-être qu'ils ne veulent plus de voir de touristes, ils en ont marre. On va essayer, et si je me plante, c'est pas grave. Je perdrai un petit peu de sous, mais au moins je serai allé au bout de cette question. Donc je suis allé en Bolivie et j'ai commencé un travail un peu de journaliste, c'est-à-dire d'envoyer des messages à une association qui parle d'écotourisme et qui veut promouvoir un peu les costumes traditionnels qui sont magnifiques en Bolivie. Et je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne porte d'entrée, c'est-à-dire comment moi je peux contribuer, parce que le but c'était pas forcément d'avoir des photos pour mon propre intérêt. Il fallait aussi qu'il y ait un intérêt pour eux, parce que sinon eux ils s'en fichent du touriste qui vient prendre des photos. Du coup je leur ai proposé d'utiliser mes photos en communication pour eux. Et ça tombait super bien, encore une fois, il faut tenter des choses. Hein. Et je suis tombé sur une personne vraiment incroyable qui s'appelle Pablo, qui gère cette association dans un petit village qui s'appelle Tarabuco, et qui m'a dit ça tombe super bien, on en a marre des touristes qui passent un jour dans leur bus touristique et qui prennent des photos de loin ou de leur fenêtre du bus et qui repartent. Nous, on veut faire connaître nos costumes parce que ça se perd, les nouvelles générations partent dans les grandes villes. Et il faut que ça perdure encore, donc il faut qu'on en parle. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'infrastructure pour la communication. Donc là, ils commencent à peine à faire un site internet. Je les ai aussi aidés, mais je leur ai dit, voilà, moi je viens. L'intérêt, il est pour moi, c'est pour avoir des belles photos sur mon book, et j'ai été honnête là-dessus. Mais c'est surtout parce que ça m'intéresse et ça me fascine. Et je trouve que vous avez une très belle culture et qu'il faut la mettre en avant et que les gens viennent aussi pour ça. Et pas que pour voir les montagnes. Et du coup, il a été intéressé par le projet, il m'a invité chez lui. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait, encore une fois, très spontanément, parce que j'ai préparé ce voyage en septembre pour novembre. Et il a été super content. Et j'ai ramené un studio là-bas, donc j'ai ramené encore une fois mon flash. Et toujours cette recherche de mêler lumière naturelle et lumière artificielle. Et cette photo particulièrement, je trouve qu'elle représente toute la série, c'est-à-dire une magnifique dame avec son magnifique costume qui pose dans la rue avec du coup là il y a un flash aussi si on parle un peu technique, mais voilà, en tout cas ça met en lumière cette culture et je suis assez fier de cette série, ouais. Alors si on résume aussi une petite chose, c'est que dans cette série, tu as donné autant que tu as pris. Tu l'as pas faite que pour toi. Oui, je pense que maintenant c'est ce qu'il faut faire. Je pense que c'est important de pas faire ça juste pour soi et pour ramener ça à Paris et de briller en société dans une expo. Pour sa propre gloire. Ouais, enfin en tout cas ça c'est ma vision à moi et ce que j'aimerais continuer à faire clairement. Je trouve que ça a plus de sens, les photos ont plus de sens et ça permet aussi même de se challenger et de donner le meilleur parce qu'on sait que c'est pas que pour soi en fait. Ouais. Donc voilà. C'est d'avoir un petit peu de pression du résultat. Exactement.
Comment, alors si on parle de la réalisation des photos, j'avais une dernière question en fait, tu as pas mal anticipé les questions que j'avais, mais c'est très bien, du coup ça a été assez spontané. La question en fait, alors j'allais dire comment tu approches les gens dans une culture aussi éloignée de la nôtre, mais bon, tu as expliqué comment tu étais arrivé vers eux. D'accord. Mais comment tu diriges les gens dans une culture aussi éloignée de la nôtre? Comment tu fais pour te faire comprendre? Parce que j'imagine que tu parles pas forcément la langue. Mon espagnol est vraiment mauvais. Et qu'ils comprennent, ils n'ont peut-être pas forcément l'habitude non plus de poser face à un photographe professionnel et qu'il y a plein de choses que eux et toi vous découvrez en même temps. Comment est-ce que tu te fais comprendre? Comment est-ce que tu arrives à obtenir ce résultat-là? Donc là, tu parles pour la Bolivie spécifiquement? Je parle pour la Bolivie spécifiquement, mais je parle de ce projet parce que c'est ce projet-là que j'ai en tête, mais ça peut être partout parce que finalement ça peut être la même méthode partout, comme ça peut être très différent d'un pays à l'autre en fait. Franchement, je pense qu'il n'y a pas du tout de mode d'emploi. Déjà, chaque photographe a ses valeurs et ce qu'il estime de bien éthiquement, on va dire. Comment moi, je suis arrivé là-bas avec mon appareil en disant « Ok, on va faire un shooting photo ». En fait, il y a... Alors ça, c'est encore hasard et chance. Un autre photographe, un photographe bolivien qui est l'ami de cette personne qui organisait l'association, a bien voulu m'aider Il parlait anglais, donc il a traduit pas mal de choses pour moi. D'accord. Donc il était à mes côtés, et en fait c'était le deal, c'était tu fais de la traduction pour moi, et lui il voulait absolument apprendre la photo de flash. Donc encore une fois c'est du troc en fait. Ouais. Il n'y a pas de... Tu donnes et tu prends. Bah, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est que je lui ai dit écoute c'est un projet personnel, donc niveau budget évidemment, je payais les repas etc, c'est normal, c'est la base et plein d'autres petites choses. Mais je pouvais pas faire ce projet comme une production, on va dire, publicitaire, c'est pas possible, parce que c'est mes sous. Mais je proposais du troc, je pense que c'est intéressant pour tout le monde, et ça passe pas forcément par l'argent, mais il était super content, et j'étais super content qu'il soit avec moi. Donc là, il m'a aidé, dans ce contexte-là, il m'a aidé en tout cas à diriger les personnes. Et après, il y a quelque chose aussi que je remarque à chaque fois que je fais des photos comme ça partout, c'est que le rapport à l'autre, de prendre le temps de discuter, ranger l'appareil, c'est-à-dire qu'on se présente même pas comme photographe, mais juste de prendre le temps de discuter. Et même si on parle pas la langue, ça passe par l'humour, ça peut passer par plein de moyens. En fait, la personne, quand elle pose, parfois c'est même au-delà de ce qu'on imagine. C'est-à-dire, mais en fait, c'est exactement cette pose-là que j'adore, ou alors je la découvre, en fait, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Donc toutes les références qu'on a et qu'on amène dans le voyage en disant j'espère qu'elle va poser comme ça ou comme ça, ça se passe pas vraiment comme ça. Ça se fait un peu spontanément. Il y a aussi le rapport humain où il faut pas trop abuser aussi des bonnes choses de faire poser telle personne, parce qu'en fonction des cultures, ça peut être très mal vu de faire asseoir une dame, par exemple, sur une moto. Je parle de cet exemple parce que j'ai fait un reportage au Brésil pour Marie-Claire où on prenait des femmes fortes dans tout le pays qui avaient fait des bonnes actions, et c'était très mal vu de faire asseoir une femme de 50 ans sur une moto. Donc voilà, il y a ce genre de choses où il faut se renseigner un minimum, et en fait la plupart du temps ce que les gens proposent c'est déjà magnifique en fait. Donc, mais voilà, pour moi il y a un travail quand même d'échange avant, de mettre à l'aise, d'être je viens en paix, il n'y a pas d'intérêt, on oublie ce truc de l'argent, et qui est très compliqué aujourd'hui parce que il y a un petit point aussi dont j'aimerais parler, c'est que la recherche de folklore et d'authenticité par le tourisme de masse a influencé quand même la manière de porter les costumes. Donc il y a beaucoup de fake, évidemment. Et ça, c'est dommage aussi. Et c'est à cause des touristes, hein, clairement. Donc voilà, en tout cas, ça dépend vraiment des moments. Mais souvent, quand la connexion se fait très bien dès le début, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec eux. Il n'y a pas de problème. Et c'est du jeu, en fait. Et ils s'amusent autant que nous, quoi. En fait, t'es un humain avec un appareil photo plutôt qu'un photographe. Ouais, franchement, toutes les règles il faut faire poser la personne de 3/4, etc., il faut oublier ça en voyage. Hein. Il faut s'adapter à ce qu'ils proposent déjà et les diriger en justesse, en fait. C'est vrai que c'est difficile, hein, c'est un exercice difficile, mais en fait, il faut vraiment s'adapter et laisser un peu de proposition aussi en face, quoi, clairement. Si on parle de tout ce que tu fais en termes d'image, qu'est-ce que tu préfères faire ? Je pense que la série en Bolivie représente vraiment mon ADN. En tout cas, si je dois me vendre un jour à un agent Enfin, c'est déjà arrivé, mais voilà, s'il y avait un seul style, ce serait quoi ? C'est la photo de voyage. Ouais, c'est la photo de voyage, clairement, quoi.
raconter une histoire à travers des vrais gens. Voilà. Si tu as une expo à 80 ans et que tu dois choisir une partie C'est de ça. ton thème, on j'espère. repart sur le type de comment on pose bien la question. C'est exactement L'expo de ça. tes 80 ans, C'est un très c'est bon ça, exemple et franchement, ça sera ça, clairement, sans aucun doute. la rétrospective. Sauf si tu fais un truc encore Oula. plus dingue d'ici là. Écoute, j'espère déjà vivre jusqu'à 80 ans, mais ouais, on croise les doigts. Ce serait pas mal. Si on parle côté financier, business de Aïe. la photographie, c'est quoi ta source de revenus principale aujourd'hui? Ma source de revenu principale aujourd'hui est la photo de publicité. Dans la publicité, il y a la prise de vue, donc ce sont des honoraires de prise de vue. J'ai fait un shoot une journée, donc je suis payé tant, mais en fait, ce qui est le plus intéressant, évidemment, c'est les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est pour 1 an, 2 ans, et parfois ils sont renouvelés, et là, c'est encore mieux. Donc j'ai la chance d'avoir fait des campagnes qui ont bien marché, et donc où les marques souhaitent renouveler les images. Donc là, c'est tout bénef, enfin, c'est assez agréable. C'est pas tous les jours, hein, ça arrive très rarement, Ouais. mais quand ça arrive, c'est pas mal quand même. Quand ça arrive en confinement, c'est encore mieux, non? C'est le meilleur C'est le scénario top du top. possible, ouais, exactement. Et c'est arrivé en confinement, donc ça va, j'ai pas à me plaindre, franchement. Si on parle de la photo commerciale, comment te trouvent tes clients? On a déjà un petit peu abordé le sujet. Comment je trouve mes clients? Alors, j'ai jamais démarché vraiment, et je devrais le faire d'ailleurs, mais j'ai encore une fois de la chance. Le bouche à oreille a pas mal fonctionné, vu que je fais beaucoup de choses différentes. Finalement, quand on se retrouve sur mon site, on découvre que je fais aussi d'autres choses, donc ça parle un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas, mon site a pas mal tourné par rapport à, en tout cas, à ma diversité dans les portraits. Et aussi, ça, évidemment, il faut être aussi honnête là-dessus. J'ai fait une école de publicité, donc tous mes amis sont dans la pub. Enfin, en tout cas, la plupart. Et forcément, ils font tourner aussi mon book. Après, ils restent très intransigeants. Si je suis pas dans le style ou que j'ai pas assez de talent pour faire telle campagne, ils me le disent aussi. Mais ça aide énormément, clairement, les contacts, Tu le dirais que classique. les contacts, les gens sont toujours prêts à t'aider finalement. Ils ont même plaisir à t'aider des fois. Bah, franchement, c'est très. Enfin, tout le monde pense que oui, t'as un carnet d'adresses, maintenant c'est comme ça que tu dois réussir. Oui et non. C'est-à-dire que clairement, je vais pas me plaindre du fait que j'ai des copains qui sont dans la pub et ils balancent mon book à travers d'autres books. Donc ça, c'est cool, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire en fait. Ils n'ont pas le pouvoir de me choisir parce qu'il y a des gens au-dessus d'eux. Et si la campagne correspond plus à un autre photographe, et ben ça sera comme ça. Et ça changera pas que ce soit mon meilleur pote ou pas. Ça restera la même. Donc ça m'est déjà arrivé. Ludo, est-ce que tu es dispo pour telle campagne? Je t'ai mis dans la liste, on verra. Ok, mais je m'enflamme pas. Et parfois j'ai gagné, parfois j'ai perdu, mais il n'y a aucune influence, en tout cas des copains. C'est juste qu'ils ont réussi à placer mon book. Ils te donnent ta chance en fait. C'est ça, c'est un peu comme mettre le CV en haut de la pile. Voilà, c'est un peu pareil, quoi. Donc c'est déjà un énorme coup de important, pouce. Ça fait partie du succès aussi, de savoir, Bah, d'avoir les bonnes relations entre guillemets, parce que tout n'est pas calculé forcément. Tu peux avoir la chance d'être dans un milieu, ce qui t'est arrivé finalement, parce que tu n'as pas été chercher des copains publicitaires, tu étais là-dedans, c'était tes copains avant que tu sois photographe. oui, Mais, bien sûr, et tout se fait naturellement, c'est-à-dire je leur envoie pas un message en disant est-ce que tu peux balancer mon book? Ils pensent à moi à un moment donné et ils le balancent parce que ça colle au sujet. C'est justifié en fait, donc je veux pas dire non plus qu'à chaque fois oui. je suis non. On te pistonne pas Bah, sans enfin, je raison à trouve chaque pas, fois. Quoi. Non, franchement non. On te place quand ça. C'est ça, et j'ai déjà quand ça a du perdu sens. aussi par rapport à d'autres photographes. Et il n'y a pas de problème, et je comprends tout à fait. En fait, quand je vois le travail du photographe, je sais évidemment ça colle beaucoup plus à ce qu'ils veulent faire, donc il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est pas un peu difficile de passer d'un projet super fun dans le désert ou à l'étranger à un studio photo où ça va être beaucoup plus carré? Studio photo, par exemple, pourquoi? Pour de la pub? Pour de la pub, pour. En fait, je pense que je me plais dans les deux. Évidemment, dans le désert, il y a aussi du personnel, c'est-à-dire que je vais avec des copains faire la fête pendant une semaine, on va créer des choses, et j'ai mon appareil avec moi, donc il se passe des choses. Donc ça, c'est top. Clairement, c'est ce que j'adore le plus. Après, quand j'ai une commande pour une publicité, ce qui est intéressant, c'est que j'apprends énormément en peu de temps. C'est un accélérateur vraiment de compétences. C'est-à-dire que je donne l'exemple j'ai fait une campagne pour la SNCF, qui est toujours active aujourd'hui. Et il fallait, c'était pour la nouvelle application SNCF, vous allez être étonné de la nouvelle application SNCF. Donc on voit des personnes en studio, donc toute catégorie socio-professionnelle, l'ado, la femme active, etc. Et il fallait mettre en lévitation des objets, donc le chapeau du papy, le collier en perles de la dame. Et ça, c'est un sacré challenge Ouais. quand tu n'as jamais fait ça et qu'on compte sur toi.
Donc c'est tout aussi intéressant pour d'autres choses en fait. C'est ok, donc c'est de la semaine prochaine, il faut que je trouve une solution pour que ce soit efficace et pour pouvoir enchaîner 7 photos dans une journée. Il faut que la lumière soit parfaite et il faut que ça fonctionne et il faut pas que ce soit trop galère en retouche, même si on a un retoucheur, parce que il faut savoir qu'un retoucheur, les allers-retours sont comptés en fait. Donc là, c'est une responsabilité de budget en fait. Donc c'est d'autres enjeux, mais c'est vraiment des challenges hyper passionnants et clairement, oui, c'est un accélérateur de compétences, je dirais, les photostudios en publicité. On apprend énormément. Les deux t'apportent autant, en fait, Exactement. finalement, alors qu'on pourrait croire que c'est beaucoup plus fun d'aller dans le désert avec les copains. Non, Mais la c'est réalité, dur c'est en que- fait aussi de ramener son studio et son générateur qui a une tempête de sable quand on ouvre, quand on dévie son objectif par Ouais. exemple. Oui, ce ça, c'est genre vrai de que choses. ça peut faire un petit peu mal. Ouais, c'est clair. Si on parle dans un cadre un peu plus artistique, on reste dans le côté un peu business parce qu'il y a un côté business à ça, mais Mhm. ça reste un projet artistique avant tout, j'imagine. Tu as auto-édité un livre et une exposition, et je me demandais ce que ça t'avait apporté, en fait. Ça me fait plaisir qu'on parle de ça parce que c'est vrai que en fait, j'ai pas trop communiqué dessus en plus, mais ça, c'est clairement un projet personnel. Je pense que c'est le projet le plus important de ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai perdu mon père il y a 5 ans et je voulais en fait lui dédicacer quelque chose à travers l'art et à travers quelque chose qui me réussit aujourd'hui, la photographie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de photos du Burning Man, en tout cas des festivals, et on m'a souvent dit, mais pourquoi tu fais pas un livre et que tu rassembles pas tout ça et que tu racontes ta vision photographique à travers ces festivals? Parce que il y a très peu de livres comme ça, en France en tout cas, sur les festivals. Et je me suis lancé dedans vraiment en dédicace à mon père, et aussi parce que je voulais montrer aussi tous les copains qui étaient dans le livre et qui étaient super fiers d'être dans le livre. Et il y avait aussi autre chose qui était un exercice super intéressant, c'est de travailler avec une journaliste, une amie qui est journaliste qui s'appelle Marie Collinet, et une amie graphiste. Parce que en tant que directeur artistique de la publicité, j'ai appris à faire du graphisme, etc. Mais je me suis dit, non, là, il faut vraiment que je fasse ça dans un process professionnel. Et j'ai proposé donc à ces deux amis de travailler sur le livre avec moi. Et ça a été une expérience géniale où vraiment on est parti sur voilà, un brief de OK, on fait un livre. Et même si c'est pour nous, je pense que pour tous les trois, c'est intéressant, on va apprendre des choses. Donc ouais, on a pris ça très au sérieux, de faire un exercice, de faire un vrai livre offset, impression offset. Et finalement, il a plutôt bien marché, très content. J'ai imprimé que 300 exemplaires, parce que c'est de l'autoproduction. Et j'aimerais passer à l'étape de pouvoir le proposer maintenant à des maisons d'édition, pourquoi pas, parce que finalement, ça peut encore vivre longtemps, ce livre. Donc c'est que le début en fait. Mais c'est vrai que comme à la sortie du livre, je me suis dit on va faire une exposition originale avec des casques sans fil où on va pouvoir écouter un peu les ambiances du Burning Man parce que j'ai une copine qui a enregistré des sons au Burning Man. Enfin voilà, c'était une expérience, je voulais tester quelque chose. Et ça a plutôt bien fonctionné à Montpellier. Donc ouais, ce livre était un projet personnel très important parce que ces années festivals ont été très importantes pour moi aussi. Ouais. D'accord, ça t'a apporté quelque chose d'un point de vue personnel en termes financiers. Est-ce que ça avait un intérêt ou est-ce que Pas c'est du tout intéressant. non. Alors là, pas du Quelqu'un tout. qui voudrait se lancer dans l'aventure, Pas alors après, ça, moi, le but, c'était pas de le vendre pour gagner de l'argent déjà. C'est-à-dire que j'ai fait le calcul du prix de vente en fonction de ce que j'avais investi dedans. C'est-à-dire, quand même, on est sur si je dois donner des chiffres, 10 000 euros d'impression offset pour 300 exemplaires, c'est énorme. Après, c'est une qualité vraiment, c'est de vrais livres qui sort, quoi. Donc, je voulais faire ça jusqu'au bout. Et du coup, ça a juste remboursé Et non, ça n'a pas tout remboursé d'ailleurs, mais à la fin, je suis à zéro et peut-être même en négatif. Après, ça dépend comment on voit les choses. Moi, je voulais pas le vendre. Et ça parle du Burning Man et la politique du Burning Man aussi, il faut faire attention à ça, c'est qu'on ne peut pas vendre des choses du Burning Man, il faut l'autorisation. Donc c'est très compliqué. Donc d'avance, je savais que j'allais pas être riche avec ça c'est sûr. Mais en tout cas, je suis très fier et très content de l'avoir fait, d'avoir un objet en fait, parce que dans le monde digital évidemment, enfin ça vous le savez, mais tout passe maintenant dans les disques durs et ça et on vit. les regarde plus jamais en réalité. Bah ouais, ça vit de moins en moins, donc je pense que les festivals c'était vraiment des moments assez magiques pour plein de raisons et je pense que c'était important d'avoir un bel objet en tout cas. Est-ce qu'il en reste Il en reste, oui, je crois que j'ai encore un carton, oui, tout à un fait. carton? Je mettrai le lien Avec dans les plaisir, notes ouais. d'épisode. Ouais, il en reste une cinquantaine, je pense. On va t'aider à vider les stocks. Avec grand plaisir. Il en restera. T'en garderas un quand même Oui, oui. pour toi.
Dernière question de la partie business et financière. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui et si oui, combien de temps ça a mis? Alors c'est une question très intéressante, mais très question piège dans le sens où en fait je peux même pas dire que je gagne bien ma vie dans le sens où ça dépend des années et ça dépend des mois. Donc j'ai eu par exemple en début d'année dernière une énorme crise où je n'avais vraiment plus du tout de boulot. Et encore une fois, il n'y a pas de mode d'emploi, je ne sais pas pourquoi. On ne m'appelait plus, etc. Pourtant, je renouvelais mon book, etc. Donc, franchement, et après, ça a redémarré 6 mois après où j'ai eu des beaux contrats. Donc, les 6 premiers mois, j'en ai pas vécu, et les 6 mois d'après, ça a été. Donc, ça dépend des années, ça dépend des mois. Mais je dirais que si je dois faire une moyenne, on va dire, sur une année de combien je gagne, ça va. Je pense que oui, je gagne bien ma vie. Après, c'est pas non plus énorme si je divise, mais c'est plutôt correct pour vivre. Il n'y a pas de photographe richissime, je pense. Et bah, quelques rares exceptions près, si. Je pense que clairement la publicité, ouais. Photographe de pub, c'est encore un des seuls métiers de photographe où on peut gagner très bien sa vie si on fait des grosses campagnes qui marchent bien et qui sont connues dans le monde et que les droits sont renouvelés tout le temps. Top. Mais ça arrive pas tout le temps. Il faut faire une campagne monde, quoi. Déjà, il faut faire une campagne monde. Mais je donne un exemple, par exemple la SNCF, ça c'était une des plus belles campagnes que j'ai faites, et financièrement aussi. Et ils ont renouvelé les droits, etc. Donc c'est super. Mais ça, c'est une fois tous les 2-3 ans. Donc voilà, faut pas s'enflammer non plus quand on reçoit ça, c'est qu'on se dit que c'est pour les 6 prochains mois ou l'année Enfin voilà, c'est... En fait, il faut lisser sur une longue période. C'est ça, parce que sur le moment, on voit ça, on se dit ouais, on est riche, mais non, pas du tout en fait. C'est un peu le... Donc c'est pour ça que je dis que c'est une question piège, c'est que j'en vis, clairement, ça c'est un rêve dont je suis hyper conscient et très heureux. J'en vis, mais il y a des mois difficiles. Et il y a des mois où c'est super cool. Voilà. On va passer à la conclusion du podcast. Si je te demande de me parler du pire moment de ta carrière de photographe. Pire moment de carrière, bon, je pense que j'en ai quelques-uns, mais si je dois en retenir un, c'était il n'y a pas très longtemps. C'est il y a 1 an ou 2, je crois. J'ai fait une campagne de pub pour une grande marque de boulangerie. Et en fait, quand il y a des enfants à gérer sur un shoot, c'est très compliqué, en tout cas pour moi. Et c'était une scène avec un enfant qui prend son petit déj avec sa maman. Et l'enfant a été très difficile à gérer. Il refusait de jouer, il n'avait pas envie d'être là, il n'avait pas envie de sourire. Et comme c'est du lifestyle, il fallait sourire quand même, un minimum, sinon c'est pas possible, on n'a pas la photo. Donc comment faire sourire un enfant, mais sourire vraiment éclater de joie quand il n'a pas envie d'être là en fait. Donc ça, il n'y a pas de mode d'emploi non plus. Comment on fait là? Et en plus, le timing est très chaud, on a une demi-heure. Donc ça a été vraiment hyper stressant. Et c'était même pas une question de technique, de photo, de client, c'est le casting. Comment ça se passe? C'est un enfant, on peut pas le contrôler et on peut pas lui en vouloir, on peut pas l'engueuler, c'est un enfant. Donc c'était très, très compliqué et c'était vraiment un de mes pires souvenirs parce que le shooting se passait très bien, le client était très content de la lumière, etc. Donc on avançait bien et d'un coup ça arrive et en fait tout se remet en question dans la journée. Et là, on se dit, mais en fait, ça peut tourner à la catastrophe parce qu'on va prendre du retard pour tout. Et oui, j'ai vraiment eu un énorme coup de pression. Et finalement, je crois qu'on a réussi à le faire sourire 5 minutes. C'était le deal qu'il avait accepté. Parce que du coup, sa mère allait lui acheter un jeu PlayStation. Tout est possible après en subterfuge. Voilà, il faut tout utiliser là. Il faut avoir la mère sous la main qui connaît son enfant, qui sait ce qui lui fera plaisir. Ouais, exactement. Mais ça, c'était assez compliqué, ouais. Par opposition, le meilleur moment de ta carrière? Meilleur moment, ouais, j'en ai plein aussi, mais en tout cas, un qui m'a vraiment marqué, où je me suis dit, ok, je suis en train de vivre mon rêve de photographe. C'est quand je suis allé au Brésil pour le magazine Marie Claire pendant 1 mois. Donc ça, oui, je pense que c'est le rêve de beaucoup de photographes. Et non, j'étais vraiment... c'était un de mes meilleurs souvenirs, c'est-à-dire que je suivais un groupe de femmes en moto, des bikeuses, qui devaient aller à la rencontre de femmes qui ont fait des belles actions dans le pays, les interviewer et traverser tout le pays, donc faire plus de 5000 km pour finir en Amazonie, dans une tribu. Donc ça, oui, j'avoue que c'était, en tout cas, moi, en termes de photographe de voyage, je pense que là, ça va. Je pense qu'on serait tous contents de faire ça. Ouais, c'est clair. Génial. Il y a pas un qui se plaindrait d'avoir une mission comme ça. Génial, ouais. La toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Alors, en fait, il y a beaucoup de photographes que j'aimerais entendre, mais peut-être soit pas accessibles, soit à l'étranger.
Mais il y en a un dont j'aimerais parler. En fait, c'est celui qui m'a inspiré au tout début, quand j'ai appris la photo en autodidacte, donc c'est-à-dire les forums et Internet. C'est Benjamin Brolet. Ouais. Tu connais? Je connais pas du tout. Mais, Photographe belge, portraitiste. Et en fait, il était sur un forum et il postait ses photos et il donnait des conseils techniques. Et il m'a vraiment beaucoup aidé et inspiré, en tout cas, en fait, tu peux faire des portraits, c'est possible. Fonce, quoi, il n'y a pas de problème, en fait. Essaye, tente des contacts, envoie des choses. Et ouais, lui, il m'a beaucoup inspiré, en tout cas, dans sa manière de faire, au-delà de ses photos. Et bon, après, il est en Belgique, donc je sais pas comment ça on peut peut se faire à passer. distance, ça peut tout à Parfait. fait s'organiser. T'es en contact avec lui ou pas? Euh, T'as été en contact avec lui à une Bah, j'ai époque? été en contact avec lui sur le forum. Mais je pense que il est assez accessible et à essayer, en tout cas, oui. Je vais trouver un moyen de le contacter. J'espère que ça Et il fait donnera du quelque mariage chose. aussi, d'ailleurs. Eh ben Il voilà, a donc commencé ce par le sera- mariage et incroyable. D'accord, bah je vais tenter de le contacter. J'ai quelques copains en plus en Belgique en ce moment. Donc, Parfait. va savoir comment ça peut tourner cette histoire. Il me reste à te remercier. Bah, avec grand plaisir, c'était Merci très beaucoup, sympa. c'était hyper intéressant. Et à très bientôt. Bah, merci, à bientôt en tout cas. Ciao, Au ciao. revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.